Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, belle initiative de solidarité au Mans. Le Secours populaire aide les familles à préparer un Noël inoubliable. Un élan de générosité et d'entraide présenté par notre partenaire LMTV Sarthe dans un instant. Ensuite, direction l'Orme, où un habitant passionné déploie chaque année un spectaculaire décor de lumière. Vous découvrirez son histoire et son incroyable travail avec notre partenaire TL7 dans la Loire. Puis nous nous rendrons à Grenoble pour découvrir une avancée médicale majeure. Des médecins ont implanté pour la première fois en France un pacemaker sans sonde. Vous découvrirez les détails de cette innovation avec notre partenaire Télé Grenoble. Enfin, nous finirons ce journal télévisé avec une belle histoire inspirante. Nous irons à la rencontre d'un homme qui a entamé un défi personnel et spirituel, se rendre à pied jusqu'à Fatima au Portugal. Notre partenaire Vosges TV l'a rencontré et a suivi son périple. Vous l'avez vu dans les titres, malgré l'inflation, la générosité des Français progresse. Une solidarité essentielle pour les associations en cette fin d'année. À Nîmes, l'Armée du Salut et le SAMU social comptent sur ces élans de cœur lors de leur quête traditionnelle. Notre partenaire Via Occitanie les a suivis. Regardez. Avez-vous prévu d'être généreux et solidaire en cette période de fête? C'est très important, c'est même vital. Moi, c'est un combat que je mène au quotidien, mais déjà étant malade. Moi, c'est aussi des orphelins plutôt que je parraine. C'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. On va essayer de voir si on ne peut pas envoyer un certain colis pour que même les chrétiens d'Orient puissent avoir un joyeux Noël malgré la situation qu'ils vivent depuis 1 an et demi. La réponse est donc oui, et le SAMU social, en pleine campagne, compte bien en profiter. Aujourd'hui à Nîmes, ce sont des duvets et des couvertures dont il a besoin. Quel que soit ce que l'on peut dire de la crise et des difficultés, les personnes continuent à être généreuses. On l'a vu pour la collecte de la banque alimentaire. Donc nous on le voit actuellement, il y a la collecte de jouets pour les enfants. Les duvets, alors c'est plus inhabituel, la dernière opération référence c'est il y a 4 ans, mais on a décidé de la refaire. Car en 2020, 850 ont été collectés. À quelques pas de là, autre rituel annuel, l'appel au dévouement, la clochette de Stéphane, en bon officier de l'Armée du Salut, teintera à chaque pièce insérée dans la fente de sa marmite dès ce mardi. Grâce à l'opération réalisée chaque année au cœur du marché de Noël de l'armée, 6 à 7 000 euros sont récoltés. Il faut savoir que les 4/7 de ce qu'on récolte pour notre campagne de dons, c'est pour un cadeau de Noël qu'on offre à toutes les personnes qu'on a aidées tout au long de l'année. Cette année, on va être, je pense, autour d'un repas, en tout cas, qui sera offert pour les personnes qui auront besoin. L'Armée du Salut, qui remarque particulièrement en 2024 une évolution des besoins des bénéficiaires. Tous sont en précarité énergétique et subissent la crise du logement. Une tournée des marmites est organisée jusqu'à Noël partout à Nîmes et à Montpellier. Autre élan de solidarité au Mans cette fois-ci. Là-bas, le Secours populaire aide les familles à remplir leurs hôtes avec bienveillance. Pendant 2 jours, les bénévoles accompagnent les parents pour que chaque enfant puisse vivre un Noël inoubliable. Sourire et entraide sont au rendez-vous dans ce reportage signé LMTV Sarthe. Une pile de jouets, bientôt des cadeaux. Les Pères Noël verts ont encore bien travaillé. Pendant 1 an, ces bénévoles du Secours populaire récupèrent des peluches, des livres, des jeux de société. Dons ou achats, ces personnes vérifient l'état de ces quelques 2500 présents et les proposent aux familles dans le besoin pour la modique somme d'1 euro par enfant. Environ 600 familles sont concernées, soit à peu près 1200 enfants rien qu'au Mans, un nombre similaire à 2023. Notre rôle est là pour les aider et pour leur conseiller aussi par rapport à l'âge de l'enfant. On est assez ému quand même de savoir qu'on fait plaisir aux gens et que les gens sont très reconnaissants par rapport à notre travail. Et puis de revoir les gens partir avec du sourire, c'est important pour nous. Ouais. Et les premiers à en sourire, ce sont évidemment les plus jeunes. Les adultes n'en restent pas moins enchantés. Il y a beaucoup de jeux de société, de bouquins qui me rappellent moi mon enfance. Parce que j'ai pas eu beaucoup de cadeaux. Je suis assez ému de savoir qu'il y aura plein d'enfants qui auront des cadeaux. Alors que les parents n'ont pas toujours les moyens de leur acheter des jouets ou même une peluche. Chacun repart les bras chargés de cadeaux, avec l'assurance de passer un joyeux Noël, rempli d'amour.
Vous venez de le voir, en cette période de fête, la solidarité renforce le lien entre les communautés. C'est le cas à Ambreville, dans la Somme, où un restaurateur livre des repas aux personnes âgées et en situation de handicap. Une initiative locale qui favorise la lutte contre l'isolement. Un reportage de notre partenaire sur place de WEO TV. Quand Fabrice commence sa tournée quotidienne, c'est chaque fois le même rituel. Bonjour, bonjour. Pour Michel, retraité, ce sera menu, entrée et plat. Petite soupe, magret de canard, sauce au poivre. Des plats faits maison et de quoi donner le sourire. C'est normal. Il apporte quand même un peu de joie dans la maison. Hein. Même si je ne suis pas seul, mais il apporte toujours un petit soutien. Basé à Ambreville, près du Tréport, ce restaurateur s'est lancé il y a 3 mois dans la livraison de repas à domicile. Comme souvent en milieu rural, ici les commerces ne sont pas légion et les seniors sont souvent isolés. Moi, je suis peut-être la seule personne qui voit de la journée. Donc pour moi, c'est un moment important de partage à faire avec mes clients. À part les aides à domicile qui peuvent passer, mais qui sont pris par le temps, etc. Alors que moi, il y a des moments, je peux, selon mon planning, instaurer un petit peu de temps. Bonjour, bonjour. Inscrit comme aide à domicile, le patron livre gratuitement près de 5 clients par jour. Luce vit seule. Depuis que Fabrice lui rend visite, elle a retrouvé l'envie de manger. J'avais pas le goût de manger, de rien. J'étais arrivée que je ne mangeais plus du tout. Alors là, je remange. Les repas sont concoctés dans les cuisines de ce restaurant. Des menus complets pour moins de 10 €, faits de produits essentiellement locaux et adaptés aux pathologies de chacun. Je ne mets pas du sel du tout. Je ne mets pas sel, je poivre, mais pas trop. Même la viande, par exemple, il y en a qui n'ont plus dedans pour mâcher. Donc souvent on fait des steaks, souvent on les broie. À partir de janvier, un service de la Poste sera chargé de porter les repas. Les 2 restaurateurs espèrent ainsi voir augmenter les commandes et venir en aide au plus grand nombre. Chaque année, les sapins naturels continuent de faire rêver les Français. Avec près de 5 millions d'arbres vendus, malgré les crises, ce conifère reste le symbole incontournable de Noël. En Haute-Savoie, des producteurs locaux cultivent cette tradition. Rencontre avec un artisan de la magie de Noël dans ce reportage de notre partenaire 8 Mont-Blanc. Regardez. Jean-Baptiste Mondou produit des sapins depuis 30 ans à Vallières. Avec son expertise et son expérience, il a vu évoluer au fil des années les modes de consommation de ce conifère symbole de Noël. Et malgré une légère baisse des ventes constatées ces dernières années et l'avènement d'autres espèces d'arbres, il reste confiant pour l'avenir du sapin naturel. Le sapin de Noël ne connaît pas vraiment la crise, je le crois, parce que c'est un moment de fête où les gens se rassemblent et ils ont envie qu'il y ait aussi de la nature à l'intérieur de la maison. Donc le sapin de Noël naturel, je crois, ne connaîtra pas la crise. Sur les 2 Savoies, il existe encore aujourd'hui une dizaine de producteurs de sapins. Jean-Baptiste Mondou, lui, compte 22 hectares de parcelles à Vallières, ce qui correspond à 22 000 arbres en culture. Mais à y regarder de plus près, cette concentration est tout sauf un hasard. Le mot Savoie, ça vient du latin sapodia, qui veut dire pays du sapin. Donc nous sommes le pays du sapin, n'en déplaise aux gens du Morvan. La caractéristique, c'est surtout que c'est un sol sur lequel on peut travailler, qui est plutôt fin, on va dire, et où donc les racines s'implantent assez profondément. Et donc ça donne des sapins bien verts, comme vous le voyez derrière moi, quoi. Pour cette année 2024, une nouveauté est à signaler dans les sapinières estampillées Mondou. Depuis le mois d'octobre, la certification bio est officielle et elle a été rendue possible par l'utilisation exclusive d'engrais organiques, le fruit d'une longue réflexion. On a réfléchi avec aussi des techniciens qui nous accompagnent, avec des analyses de sol aussi. Et le verre que vous voyez là, on ne l'avait pas véritablement les années auparavant. On a trop longtemps, nous-mêmes, négligé le sol, qui est quand même le support important de nos cultures. Pas de surprise à prévoir pour cette saison. Le Norman sera encore une fois le sapin préféré des Français, loin devant l'épicéa ou le nobilis. De son côté, Jean-Baptiste Mondou espère écouler près de 45 000 sapins d'ici au 24 décembre pour qu'ils puissent continuer de ravir petits et grands. Voilà, les sapins ont toujours leur place dans la magie des fêtes de Noël et aident d'ailleurs certaines maisons à se transformer en de véritables joyaux décoratifs. C'est le cas dans l'Orme où depuis 25 ans, un habitant transforme sa maison en spectacle lumineux. Découvrez son incroyable travail et l'histoire derrière cette tradition avec notre partenaire TL7 dans la Loire.
C'est le Père Noël en personne qui accueille les visiteurs. Depuis le bout de la rue, cette maison illumine le quartier avec les centaines de guirlandes qui ont été installées. Ce soir, c'est le premier soir de 2024 où les décorations sont allumées et où les visiteurs peuvent en profiter. Nous, c'est vraiment un rituel. Toutes les années, on emmène nos petits-enfants et c'est vraiment quelque chose qu'on adore parce que c'est vraiment beau. Et puis, à l'approche des fêtes de Noël, ça met un peu de baume au corps parce que c'est tellement bien fait. Cette maison est devenue au fil des années un incontournable pour la ville de Lorme et même pour les villes aux alentours. Pour que tout le monde puisse en profiter, la municipalité a décidé de remettre en place une navette afin que les résidents de l'EHPAD viennent eux aussi découvrir ces décorations. On est bien conscient que nos aînés n'ont pas tous la possibilité de se déplacer et c'est normal que la commune, à son petit niveau, puisse aider. Et donc oui, on a notre bénévole Joël Sanchez qui s'est chargé d'amener nos seniors pour profiter de ce beau spectacle. Tout a commencé il y a plus de 25 ans lors d'un défi. Depuis, la tradition perpétue et les décorations changent d'année en année. Mais il faut s'y prendre tôt pour réussir à toutes les installer avant le grand jour. Au bout de tant d'années, la passion est venue et je continue. Ça me contente, je suis heureux de voir les gens heureux. Tous les soirs, François ouvre sa maison à partir de 17h30 pour que chaque visiteur profite et découvre ses illuminations. Et les décorations de Noël ne sont pas uniquement spectaculaires chez les particuliers. À Ligny, en Barrois, en Lorraine, les agents municipaux s'activent pour tout installer avant la Saint-Nicolas, qui marquera, vous le savez, le début des festivités. Un mois de travail et un coût assumé par la ville qui garantissent des illuminations festives jusqu'en janvier. Reportage de notre partenaire Puissance TV. Les décorations de Noël embellissent nos villes, mais avant de les voir dans les rues, c'est au centre technique municipal qu'elles prennent vie. Ce matin, les agents vont installer pour la première fois un cœur géant devant l'unité Alzheimer de Ligny en Barrois. Une fois le cœur installé, retour au centre technique. La prochaine décoration de Noël, 2 étoiles, seront installées sur l'église. Après plusieurs semaines de préparation, près d'1 mois d'installation attendent les équipes municipales. C'est parti pour la pose des étoiles sur l'église. Alain monte sur la nacelle. Il doit veiller à la bonne mise en place des décorations et prévoir les risques. La plus grosse difficulté, c'est de travailler en sécurité, faire attention aussi aux usagers, bien respecter les consignes pour qu'il n'y ait pas de problème. Les décorations de Noël seront raccordées au réseau électrique de la ville avant le 8 décembre et la Saint-Nicolas qui annonce le début des festivités. Pour la commune, ces décorations sont essentielles. C'est la magie de Noël pour les enfants et pour les grands et tout le monde attend cet événement-là avec impatience. Quand on voit toutes les lumières qui s'allument d'un seul coup, on est aussi émerveillé que les enfants et on s'aperçoit qu'on a fait quelque chose de bien pour nous-mêmes, pour notre satisfaction personnelle, mais pour le plaisir de tous. Ces décorations de Noël sont changées tous les 4 à 5 ans. Pour la mairie, cela représente un coût assumé et volontaire. Je pense qu'on est entre 25 et 30 000 euros pour 3 semaines d'illumination. Il y a des choix, bien sûr, budgétaires à faire, mais il y a aussi des priorisations. Et, les illuminations de Noël font partie de nos priorités. Les illuminations habilleront Ligny jusqu'en janvier avant d'être démontées et rangées jusqu'à l'année prochaine. Et puis la ferveur des fêtes perdure également sous le soleil. En Martinique, le groupe Les Troubadours a animé le traditionnel chanté Noël sur le parking d'un centre commercial. Plus de 600 personnes étaient présentes pour partager ce moment festif. Une ambiance chaleureuse, sous haute sécurité par contre, présentée par notre partenaire via TV Martinique sur place. Les corps, comme les esprits, sont déjà bien en éveil. Il est pourtant 4 heures du matin, lorsque l'incontournable chanté Noël des Troubadours résonne au lamentin. Un public nombreux n'a pas hésité à sacrifier quelques heures de sommeil pour une raison toute simple. Les ritournelles n'ont plus aucun secret pour ces passionnés. C'est en chœur qu'ils entonnent les paroles des grands classiques de Noël, saveur locale. C'était mieux que les années précédentes. Une ambiance survoltée. Des ombres sont pourtant venues s'ajouter au tableau cette année. Le groupe a fait l'objet de plusieurs fake news, affirmant que l'événement serait annulé. Des faits qui s'expliqueraient par le fait qu'un grand groupe commercial visé par plusieurs manifestants soit derrière ce rendez-vous. Mais qu'à cela ne tienne,
la fête n'a pas été pour autant entravée. C'est vrai que la situation était particulière, mais l'objectif aujourd'hui, c'était de respecter la tradition de Noël dans son entité. Très bien, il faut tenir la tradition. Il ne faudra pas qu'on ait peur dans ce monde de brut. Déjà plusieurs années que les troubadours rempilent pour ce rendez-vous, devenu incontournable dans le calendrier des fêtes de fin d'année. Le contexte actuel a fait que, bon, forcément, il y a eu des partis pris. Mais en tout cas, vous avez dû observer la ferveur qu'il y avait en avant-scène. Le public était vraiment enchanté. Et en tout cas, je suis sûr qu'on va perdurer cette tradition et que le chantier de Noël du 4h du matin restera une entité, restera vraiment quelque chose de croyable, comme vous avez dû le voir aujourd'hui. Moment de communion ultime, voilà la saison des chantés Noël, bel et bien lancée. Les fêtes de fin d'année sont aussi l'occasion de savourer des repas gourmands et réconfortants. Vous allez le voir à l'hôpital Bel-Air de Thionville, un chef étoilé a régalé les patients en gériatrie avec un menu de fête. Une initiative qui met la gastronomie au service du partage et du réconfort. Un joli reportage de notre partenaire Moselle TV. Pas de Saint-Nicolas ni de Père Fouettard, mais un chef étoilé dans ce service de l'hôpital. Bonne dégustation, bon appétit. C'est un menu original et étoilé que ces patients ont pu déguster. Le repas, il passe bien. C'est tellement bon. Je vais doubler mon séjour. Il y avait de la viande, il y avait des pâtes. C'était bon quand même. Ça change quoi. Parce que d'habitude on mange toujours dans notre chambre. Là on est un peu réunis. Et puis le repas est très bien fait quoi. Terrine de saumon, sauté de cerf, spätzle et kouglof, le repas a fait l'unanimité. J'avais l'habitude de faire des choses pour les enfants et pour les seniors, j'avais jamais fait ça. Pour moi, la cuisine, c'est du partage. C'est le plaisir de faire plaisir. Pour moi, ça, c'est une vraie ligne de conduite. C'est l'ADN du domaine de la Klaus, de vouloir toujours faire plaisir. Peu importe qui on a en face de nous, ce qu'on veut, c'est faire plaisir. On sait que pour eux, la Saint-Nicolas, c'est un vrai sens, c'est un moment de bonheur, un moment de partage. Et puis avec également nos cadres soignants qui accomplissent un travail remarquable tout au long de l'année. On voulait leur rendre hommage sur une belle prestation que peut être la Saint-Nicolas. Ce sont les 500 personnes du pôle senior qui ont reçu ce menu de fête, un moment rare et privilégié pour ces patients. Cette semaine, c'était Thierry Baudet qui était l'invité de l'émission Face au territoire, diffusée sur TV5 Monde. Le président du Conseil économique, social et environnemental a répondu aux questions de nos partenaires de la presse quotidienne régionale. Emmanuel Macron, je crois, a promis pour ce soir le nom de celui qui entrerait à l'hôtel Matignon. Est-ce que ce coup-ci, vous avez été appelé? Est-ce que vous pouvez peut-être mettre votre téléphone, même sur veille, sur le plateau, là, au cas où ça arriverait? Je n'ai pas mon téléphone sur moi. Le président ne m'a pas appelé. Comme tous les Français, effectivement, je souhaite, je crois qu'on sorte de cette vacance du pouvoir. Ça a beaucoup duré, je dirais que ça a trop duré. Ça 69% des Français, c'est un sondage ELAB, voudraient un Premier ministre neutre politiquement. Vous devez l'être de par vos fonctions. Comment ça se passe quand on est appelé par le président et consulté pour Matignon? Ça a été le cas la première fois lorsque le président Macron a nommé Michel Barnier. Un coup de fil. Un coup de fil. À un moment donné, semble-t-il, le président de la République a considéré que l'option société civile pouvait être une hypothèse. Naturellement, j'ai considéré la proposition. Bien sûr, c'était une surprise. La proposition, l'appel du président de la République. Il a considéré que c'était pas le meilleur choix. Il a fait un autre choix. Il rappelle le président pour dire non, finalement c'est pas vous, ou il rappelle pas, il a pas le temps et il passe aux autres consultations? Non, on a échangé, y compris quand il a pris une autre décision. Du sport maintenant dans ce journal. En Corse, une école innove avec des cours de boxe féminin pour débutantes. Encadrée par Laura Delogu, une boxeuse de haut niveau, les participantes apprennent les bases de la discipline dans une ambiance dynamique et motivante. Une initiative qui met la boxe à portée de toutes. On écoute tout de suite la sportive au micro de notre partenaire Télé Paese, la chaîne TNT de Corse. Comme à chaque cours, on apprend à bien mettre un direct, les coups de bosse, les crochets, les uppercuts. Et après, quand elles ont la technique, on commence à monter un petit peu plus en technicité et on envoie plus de coups.
Tout à fait autre chose maintenant dans ce journal, une avancée médicale majeure à Grenoble. Le CHU a implanté un pacemaker sans sonde pour la première fois en France. Léger, rapide à poser, il réduit les complications des anciens modèles. Prochaine étape, une version qui se recharge avec les battements du cœur. Et oui, plus d'informations avec notre partenaire Télé Grenoble. Regardez. Grenoble, toujours à la pointe de la technologie, et ce, même dans le milieu médical. Pour une première française hors études, un patient se fait poser un nouveau type de pacemaker au CHU. Maintenant, en fait, on a la possibilité d'implanter des stimulateurs sans sonde qu'on appelle double chambre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un stimulateur sans sonde dans l'oreillette, un stimulateur sans sonde vissé dans le ventricule, et les deux vont communiquer entre eux pour réaliser un synchronisme entre l'oreillette et le ventricule et reproduire la contraction cardiaque physiologique. Une petite révolution car depuis 70 ans, les patients se font majoritairement implanter des stimulateurs complexes avec des sondes. Des dispositifs bien plus lourds et donc avec plus de risques de complications. Les maillons faibles de ce système, c'est les sondes, parce qu'elles peuvent se casser, elles peuvent s'infecter, et on peut penser qu'un patient relativement jeune va avoir un certain nombre de pacemakers dans sa vie, et que les sondes ne vont pas durer éternellement. Et ces sondes ont un certain nombre de complications, de risques. Les dispositifs sans sonde ont donc beaucoup d'avantages, notamment dans l'implantation qui est simplifiée. On va le ressertir au cathéter pour pouvoir l'amener dans le cœur, dans l'oreillette. Un cathéter est placé au niveau du pli de l'aine où se situe la veine fémorale. Le chirurgien fait remonter la capsule par cette veine jusqu'au cœur. On teste les constantes pour vérifier qu'il est en bonne position et qu'il fonctionne bien. Un seul problème persiste avec ce dispositif, sa longévité qui ne dépasse pas 10 à 15 ans. Pour des patients jeunes comme celui-ci, il faudra sûrement plusieurs remplacements. Un modèle 2.0 est déjà en développement. Il s'approcherait d'une mini-centrale se rechargeant avec les battements du cœur, avec une durée de vie presque infinie. En région sud, région PACA, la gestion de l'eau, particulièrement vitale en période de sécheresse, est au cœur des préoccupations. Depuis 2023, la région rénove son réseau hydraulique pour s'adapter au changement climatique. Dans la prochaine édition de Territoire de France, diffusée à partir du 15 décembre, Renaud Muselier, le président du conseil régional, nous explique cette stratégie de préservation. En voici un extrait, regardez. Il faut commencer par le réseau, en fait. Donc on constate qu'il y a beaucoup de réseaux dans les différentes communes de la région qui ont été abandonnés, maltraités, peu importe, mais qui sont en fait des tuyaux percés. Et donc quand vous avez entre 50 à 70% des tuyaux qui sont percés, vous pouvez mettre l'eau que vous voulez dans le tuyau, il est percé. Il faut moderniser les infrastructures, c'est ça ? Il faut, et on l'a bien vu en Israël, il faut qu'il n'y ait pas plus de 5 à 10% de fuite. Au-delà des 3 à 4 millions d'euros par an réguliers là-dessus, c'est un plan d'investissement jusqu'à la fin du mandat 2028 de 800 millions d'euros. Donc 800 millions d'euros, c'est quand même... Alors on a un outil qui est très important qu'est la Société Canal Provence, qui s'appuie sur les eaux de Marseille, et donc on doit développer la totalité de la distribution sur le Var, sur les Bouches-du-Rhône et sur le Vaucluse, qui sont en sécheresse hydrique. Et puis une belle histoire inspirante pour terminer ce journal. Depuis son divorce et la perte de son emploi, un habitant de Champ-le-Duc dans les Vosges cherche à se reconstruire lui-même. Pour se relever, il s'est lancé un défi personnel et spirituel, se rendre à pied dans la ville de Fatima au Portugal. Notre partenaire Vosges TV l'a rencontré. Regardez ce reportage. Donc là c'est Champ-le-Duc. Ensuite, voilà, tout mon traçage. Normalement il y a 26 départements. Pour arriver ensuite, j'ai mon frère qui habite ici dans les Landes. Mais ce ne sera que le début d'un périple de 2000 km direction Fatima, un lieu de pèlerinage portugais. Sergio, habitant de Champ-le-Duc près de Bruyères, a fait une promesse, une façon de retrouver la paix intérieure suite à un divorce et la perte de son emploi. Pour se donner du courage, il compte marcher pour des causes qui lui tiennent à cœur. Pour mon frère qui a sa fille qui est handicapée, qui s'appelle Luna, et l'association c'est Luna 40. Et elle fait des crises d'épilepsie sévères. Et puis aussi, puisque j'ai regardé sur Google France-Portugal à pied et que ça n'existait pas, et que j'ai vu que France-Portugal à pied, il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais en inverse, donc Portugal-France. Et à partir de 1960, donc beaucoup de Portugais sont partis pour avoir une meilleure vie en France. Le défi est de taille. En attendant, son ami lui apprend quelques bribes de portugais. Quand j'ai appris ça, je lui ai dit « t'es complètement fou ». Après mes réflexions, je me suis dit c'est pas mal, c'est super, c'est très courageux.
Sergio a compté 3 000 € pour relever son défi. 25 kilos de pactage doivent lui suffire pour son campement, ses repas et ses tenues. Alors, depuis mars dernier, Sergio s'entraîne à faire les 20 km par jour auxquels il devra s'astreindre. Il faut que je fasse par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse très chaud. J'ai pas le choix, il faut que je subisse tout. Vu que je suis fumeur, je vais partir sans tabac pour arrêter de fumer. Un défi multicarte pour Sergio qui compte partir le 9 mars prochain, marcher 5 jours par semaine pendant 4 mois et 3 jours. Son objectif est d'arriver le 13 juillet, date anniversaire d'une des apparitions de la Vierge à Fatima. Un projet qu'il partage sur les réseaux sociaux à plus de 4000 personnes qui l'encouragent. Et puis cette semaine, vous pourrez retrouver en kiosque une édition régionale du Point consacrée à Strasbourg. Vous pourrez y retrouver un focus sur l'ambition de la ville à s'imposer comme une référence de l'impression et des arts graphiques. Vous pourrez également retrouver un dossier sur le marché de l'immobilier dans la capitale alsacienne. Cette édition spéciale du Point Région sera à retrouver, bien sûr, dans les kiosques ce week-end. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.